pourquoi des centaines de coureurs sont chaque année déclassés, par exemple, du marathon de Paris pour avoir pris le métro ou des trottinettes électriques. En tout cas, avec la liste des produits que tu m'énonces, j'ai l'impression que les tricheurs, c'est plus des pharmacies ambulantes que des athlètes de haut niveau. Alors après, il y a aussi des signes qui à l'œil visible, peuvent alerter sur le fait qu'un athlète ait recours à des produits illicites. La facilité avec laquelle elle a trouvé des produits dopants sur Internet venant de Chine, en passant tout simplement par Google, sur les moteurs de recherche. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Un lundi sur deux, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. Et aujourd'hui, nous vous proposons un dossier spécial consacré au dopage dans le monde du sport. Ça fait plusieurs mois que nous préparons cet épisode avec Fred, car le sujet est complexe mais aussi soumis à d'énormes enjeux. D'ailleurs, saviez-vous qu'une récente étude estime que chaque année dans le monde, entre 7 et 8 millions de sportifs aussi bien professionnels qu'amateurs se dopent régulièrement. Ce qui représenterait une économie qui générerait, tenez-vous bien, à elle seule, presque 30 milliards d'euros par an. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Quels sont les facteurs psychologiques qui incitent certains sportifs à avoir recours à des produits améliorant les performances ? Et enfin, la lutte antidopage est-elle vraiment efficace ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais accueillir un homme qui carbure uniquement à la passion et qui n'a besoin d'aucun produit pour nous impressionner par ses connaissances. Il s'agit de Fred, entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme et fidèle co-animateur du podcast. Fred, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Guillaume. Ravi comme d'habitude de toutes et tous vous retrouver pour le podcast sur un sujet qui est, on va pas se mentir, très délicat à aborder. Parce que c'est une question qui nous touche tous et lorsque notamment on aborde le sport de très haut niveau, comme je le fais avec mes athlètes, on y est confronté avec les adversaires qui peuvent affronter. Mais voilà, c'est un sujet sur lequel il est nécessaire de parler un peu de manière posée, distanciée. L'idée étant vraiment de savoir comment, entre guillemets, on en arrivait là et quels étaient les biais qui pouvait entraîner un athlète à choisir cette voie-là, sachant très concrètement que les athlètes qui ont recours aux substances illicites ne sont pas non plus majoritaires dans les pelotons de course. Évidemment, ils sont extrêmement minoritaires, Fred, et tu as raison de le rappeler, ça concerne qu'une infime partie des pelotons de coureurs. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais te poser une question qui, à mon avis, peut sembler éloignée, mais peut faire aussi office d'une bonne introduction à notre échange. C'est est-ce que selon toi, tous les sportifs et toutes les sportives sont égaux face à la performance ? Est-ce qu'on est tous sur le même pied d'égalité pour réaliser des prouesses sportives ? Alors ça c'est une question délicate mais qui je pense pose au final vraiment la question, je vais y revenir. Est-ce qu'on est tous égaux sur une même épreuve sportive comme on pourrait l'être sur une même discipline intellectuelle ? C'est difficile d'y répondre. Moi très très personnellement, je pense qu'on ne l'est malheureusement pas, qu'il y a tout un ensemble de facteurs qui jouent, des facteurs notamment sociaux, des facteurs économiques, mais aussi des facteurs génétiques. Tu as des athlètes, ils pourront s'entraîner de la même manière, avec entre guillemets la même dureté, la même intensité, avec la même volonté, ils n'arriveront pas forcément au même résultat. De manière très humble, même si j'avais grandi aux côtés de Kipchoge avec le corps que j'ai, je suis certain, et je peux l'affirmer sans aucun doute, j'aurais jamais réalisé ces performances. À un moment, il y a plus que l'entraînement pur, que les conditions dans lesquelles on évolue, il y a aussi des facteurs génétiques. Alors sur cette question-là, les chercheurs sont pas encore tous unanimes. Mais en gros, on a défini 170 gènes qui participent à la performance sportive. Parmi ces gènes, je vais te prendre deux exemples. Tu as un gène qui est responsable de la myostatine, qui, elle, gère la croissance musculaire. Ou encore un autre gène qui commande l'angiotensine et qui, elle, est responsable de la constriction, dilatation des vaisseaux sanguins. Et on sait bien que sur un sport d'endurance comme le nôtre, c'est fondamental. Donc, tu as tout un ensemble de facteurs comme ça.
qui font qu'on est plus ou moins prédisposé. C'est toute la question de l'inné, de l'acquis au final. Il y a une partie d'acquis parce que même on peut avoir les meilleures prédispositions génétiques si on ne les travaille pas, si on ne les développe pas et si on ne va pas à l'entraînement, ça ne fera pas de nous un champion. Parallèlement, si on n'a vraiment aucune prédisposition, il faut aussi se garder des discours tout faits où finalement tout le monde est capable de réaliser la même chose dans une sorte, oui, tout le monde est capable de se réaliser effectivement dans un rêve qui peut poursuivre, mais il faut aussi avoir un regard assez honnête sur nos réelles capacités, notamment, alors génétique, c'est difficile de le définir, mais il faut bien en prendre compte. Et c'est là qu'on a un lien avec le sujet du jour. Parce qu'à un moment, on peut considérer aussi que le dopage est une forme de détournement de ces inégalités, on va dire, qui sont liées à la naissance, qui sont liées à la génétique, et que certains qui sont moins favorisés, entre guillemets, que d'autres pour une épreuve sportive type, vont avoir recours à des produits illicites de façon, entre guillemets, à niveler le niveau et à se retrouver au même niveau de gens qui peut-être sont à ce niveau-là de manière très naturelle. Intéressant Fred, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent dans la performance et pas seulement les facteurs génétiques, tu l'as rappelé, ça peut être aussi des facteurs mentaux parce qu'il faut pouvoir aussi avoir la force mentale de s'entraîner chaque jour à haute intensité et répéter cet effort sur plusieurs années. Pas tout le monde est capable d'avoir ces prédispositions-là, même quand on a des vraies qualités génétiques. Il y a aussi l'entourage, je pense qu'il joue un grand rôle, il y a aussi les facteurs économiques. Est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir s'entraîner à plein temps dans son exercice? Tout ça, oui, ça joue un rôle sur la performance. Et effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer finalement le dopage comme une tentative de certains athlètes à essayer de réduire les inégalités génétiques pour surpasser leur adversaire? Rentrons maintenant un peu plus dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Si tu veux bien Fred, tu sais, dans mes souvenirs, moi la première fois où j'ai entendu parler de dopage, je devais avoir, peut-être 12-13 ans, c'était en 1998, lors de la fameuse affaire Festina dans le monde du cyclisme. Mais depuis, j'ai quand même l'impression que les scandales de dopage se sont multipliés avec chaque année son lot de scandales. Alors, est-ce qu'on peut dire que le dopage, c'est un problème qui est lié à l'avènement du sport moderne et que c'est plutôt un phénomène récent? Eh bien, pas du tout, en fait, Guillaume. On pourrait dire que le dopage existe depuis toujours, depuis que l'homme est, au final. On a retrouvé des traces datant de l'Antiquité grecque où les sportifs utilisaient divers moyens pour augmenter leur performance. Alors, par exemple, ils tentaient d'accroître leur force musculaire en ingérant, en consommant des testicules d'animaux. Tu vois, c'était le stéroïde anabolisant de l'époque. Tu vois, voilà, fallait être plutôt volontaire, mais why not, hein. Un autre exemple datant d'une époque assez lointaine, dans les archives militaires, on retrouve également du dopage, et notamment à l'époque d'Alexandre le Grand, où des soldats ingurgitaient des boissons afin d'augmenter leur capacité, mais aussi pour les aider à diminuer leur peur. Et d'ailleurs, ça vient en résonance avec le mot dopage, dont on ne sait pas concrètement d'où il vient exactement, mais la piste la plus sérieuse semble venir du néerlandais dop, qui désigne une boisson alcoolisée à base de peau de raisin que les guerriers zoulous en Afrique consommaient pour augmenter leur prouesse au combat. Donc il faut bien avoir à l'esprit que de tout temps, l'homme avec un grand H, donc les hommes et les femmes, ont essayé d'améliorer leur performance, de surpasser leur adversaire, que ce soit par leur capacité propre, ça c'est vraiment la rivalité, la combativité, ou en essayant d'utiliser des moyens, on va dire, moins légaux, plutôt illicites, or qu'ils soient chimiques ou autres, biologiques. Voilà, l'idée étant finalement d'arriver à battre l'autre. Je soupçonnais pas Alexandre le Grand de prescrire des produits dopants à ses soldats. En tout cas, on m'a pas appris ça à l'école, Fred. Heureusement, de nos jours, le dopage est une pratique qui est strictement interdite et surveillée au niveau mondial par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, et au niveau national par l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque l'interdiction et le dépistage du dopage, c'est un phénomène, là, pour le coup, qui est récent. Alors, totalement, on ne va pas remonter très loin. Au début du XXe siècle, le dopage n'était pas du tout interdit. D'ailleurs, il n'était pas contrôlé. Et les sportifs avaient recours à différentes substances, notamment à des antalgiques comme la cocaïne, la morphine, ou bien même à l'éther. C'est te dire que certains athlètes, ils vont même jusqu'à s'empoisonner, entre guillemets, avec de l'arsenic, parce que consommer à faible dose, cela te donne un coup de fouet. Voilà, c'était un peu notre gel coup de fouet du marathonien, mais version arsenic. Voilà, version arsenic. Donc voilà, et ça posait, entre guillemets, de problème à personne, puisque c'était
répandu et on ne considérait pas en fait que c'était entre guillemets mal ou que c'était contraire à la morale. Et il faut attendre en fait 1960, pendant les JO de Rome, un cycliste d'origine danoise de 22 ans seulement décède. 2 jours après le drame, son entraîneur avouera publiquement lui avoir donné des produits dopants. Et en fait, c'est suite à cela qu'on va avoir les premières mesures antidopage, parce qu'on les considère comme vraiment nuisibles et pouvant porter atteinte à l'intégrité physique des athlètes. Ensuite, en 1965, l'Union cycliste internationale dresse la première liste des produits interdits, c'est-à-dire que c'est relativement récent à l'échelle du sport de l'humanité. Mais il faut attendre l'année suivante, c'est-à-dire 1966, pour que les premiers tests de détection soient mis en place lors du Tour de France. Et après l'année 66, les tests se généralisent et font leur apparition au JO de Grenoble en 1968. Justement, Fred, tu évoques les premiers tests antidopage lors notamment du Tour de France. Et justement, j'ai quand même l'impression que le dopage, c'est un sport qui touche quand même plus particulièrement certaines disciplines plutôt que d'autres. Notamment tous les sports qui sont ce qu'on appelle des sports d'endurance, comme la course à pied, le ski de fond, le biathlon ou encore le cyclisme. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette pratique, elle est quand même plutôt réservée à certaines disciplines plus qu'à d'autres ? Alors pas du tout, et c'est malheureusement une idée reçue très largement répandue, même parmi les pratiquants de notre sport, la course à pied. L'idée que les sports d'endurance seraient les plus touchés par le dopage, c'est certainement les sports où il y a le plus de contrôle, avec haltérophilie et sport de force. Je vais juste prendre un exemple, en fait. Lors des JO d'hiver de 2018 à Pyeongchang, le médaillé de bronze au curling. Tu vois ce que c'est, Guillaume, le curling, hein ? C'est le balai avec le... C'est un peu la pétanque sur glace, hein, je vais le résumer comme ça, tout le monde va comprendre. Donc le médaillé de bronze a été contrôlé positif au meldonium. Et même dans le sport automobile, ce que certains pourraient comprendre du fait de l'épuisement physique, du fait de conduire des bolides à toute vitesse. Et intellectuel. Et dans le e-sport également. Tu as des gens qui se dopent et qui sont détectés positifs. Donc, il faut bien voir qu'en fait, dans chaque domaine, on a des leviers sur lesquels on peut agir, que ça soit les temps de réaction, la gestion de la concentration. On entend aussi dire que les pongistes, ceux qui font du tennis de table, prennent aussi des produits pour pas cligner des yeux parce que 1 millième de seconde, on voit pas la balle passer et du coup, on prenne exprès. Il y a tellement d'éléments qui entrent dans une performance que aucun sport, mais finalement, aucun domaine de l'activité humaine n'est épargné parce que on peut aussi se référer aux virtuoses, notamment aux grands pianistes qui peuvent prendre des bêta-bloquants pour empêcher le tremblement des mains, ou certains guitaristes le font également. Et dans certains domaines professionnels aussi, les amphétamines tournent assez facilement. La cocaïne aussi. Voilà, parce qu'il faut tenir le coup. Ce sont des milieux professionnels à fort enjeu et à fort niveau de stress. Donc, il n'y a pas que le sport. Finalement, l'ensemble des activités humaines peuvent être concernées. Ça ne veut pas dire qu'elles le sont toutes et que tout le monde y a recours, mais c'est que dans chacune, on peut trouver des gens qui ont recours et pas seulement dans les sports d'endurance. Mais est-ce qu'il y a quand même une combinaison de facteurs qui fait que c'est plus à risque de retrouver du dopage ? Alors, en fait, il faut être clair, c'est que le dopage, il doit son existence à la combinaison de 2 facteurs. Tout d'abord, le fait de confronter les hommes, je répète, les hommes avec un grand H, donc les femmes et les hommes entre eux, par exemple à travers une compétition ou l'existence d'enjeux comme un titre de champion et de la reconnaissance, et bien sûr de l'argent. Donc, si tu veux savoir s'il y a du dopage dans une discipline, demande-toi tout simplement si ces 2 éléments sont présents dans le sport, c'est-à-dire concurrence et enjeu. Et là, tu as ta réponse. Tous les sports sont concernés, Fred, avec ce... Effectivement, je vois un petit peu où tu veux en venir. Mais il y a une question quand même qu'on peut se poser, c'est est-ce que le dopage, il est vraiment efficace ? Parce qu'on entend quelquefois certains entraîneurs ou même des athlètes dire que le dopage, il ne serait pas si efficace que ça, si bénéfique que ça. Notamment, on l'entend dans le foot, où on nous explique que c'est un sport plutôt technique que d'endurance et que voilà, les effets seraient plutôt psychologiques plus qu'autre chose.
Ouais, oui, alors on a tout un ensemble de grandes théories, moi que j'appelle des théories du vide un peu, de ce type-là. J'en ai entendu une aussi, enfin je l'ai lu même, pourtant un grand entraîneur réputé de demi-fond au niveau international qui disait que finalement les athlètes qu'il entraînait étant le top niveau mondial n'avaient pas besoin de se doper parce qu'ils sont déjà tellement forts que le gain du dopage serait minime et que ça sert plutôt aux gens entre guillemets qui sont pas très bons. Alors est-ce que c'est un réel déni ou une tentative de désinformation? Je ne suis pas dans la tête des gens qui le disent pour pouvoir te répondre clairement. Je vais juste voilà, voir un peu la fin du film. Si tu te fais prendre pour prise de substances illégales, prise de substances dopantes, toute ta carrière s'effondre. C'est-à-dire que tu perds tous tes partenaires financiers, tu deviens un peu le pestiféré du jour, enfin la personne qu'il faut éviter. Tu es banni des compétitions, alors 2, 4 ans, voire à répétition. Vraiment, tu joues énormément en prenant le risque de te doper. Donc, très concrètement, est-ce que une personne, on va dire, normale, saine d'esprit, prendrait le risque de perdre autant si ce n'était pas réellement efficace? Enfin, posons-nous la question, quand on prend des risques, c'est parce qu'on sait que derrière, il peut y avoir une récompense à la hauteur de cette prise de risque. Sinon, sincèrement, on ne le prend pas. Parce que si c'est pour faire la même chose sans prendre de produit, bah, les gens ne vont pas risquer de tout perdre, alors que l'investissement dans une carrière professionnelle, notamment en course à pied, puisqu'on parle de la course à pied, est très dur. On ne gagne pas non plus des millions avec la course à pied, même les meilleurs, à quelques exceptions près, évidemment. Donc, prendre ce risque-là, pour rien, je pense qu'il faut pas essayer de nous faire avaler cette pilule entre guillemets quand même. Ouais, c'est clair, hein, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. C'est sûr qu'un athlète va pas risquer de tout perdre s'il n'a pas quand même un maximum de contrepartie derrière. D'ailleurs, ça me rappelle, hein, si on veut extrapoler, dans l'industrie énergétique, tu as certains groupes pétroliers qui payent des experts, enfin des pseudo-experts, pour dire finalement que le réchauffement climatique, ça n'existe pas, ou qui tentent en tout cas de minimiser les effets de la pollution. Voilà, c'est peut-être une tentative de certains pour détourner le débat ou minimiser les effets. C'est un peu de la manipulation, quoi. Bah, en fait, c'est assez clair, hein. On tente de minimiser les effets du dopage pour déjà un peu mettre l'accent sur la performance sportive et dire que finalement, le fait d'avoir recours à ces produits n'est pas si grave et n'est pas contraire aux règles et finalement ne déséquilibre pas réellement les rapports de performance. Voilà, c'est simplement une manière en fait de le légitimer en même temps. Ça serait une méthode comme une autre d'entraînement pour certains. Et d'ailleurs, Fred, est-ce que pour toi, ton point de vue d'entraîneur, hein, avec les dizaines d'années d'expérience que tu as derrière toi, est-ce que, à ton avis, le dopage offre un avantage significatif pour la performance? Je veux une réponse claire, hein, pas d'homme politique. Hein. Dis-moi vraiment ce que tu penses. Alors là c'est au-delà de mon avis personnel, hein. Un certain nombre d'études ont quand même prouvé que les produits dopants avaient un réel effet. Alors que ça soit sur la masse musculaire, sur l'endurance, le fameux EPO qui est répandu dans les sports d'endurance, mais pas que, qui te permet une endurance plus élevée, qui peut aussi servir pour des sports techniques. Puisque si on maintient son endurance et on recule le seuil de fatigue, on reste plus juste dans l'exécution de son geste technique. Je pense à certains sports collectifs où on nous dit que ça n'aurait pas de sens de stopper dans ces conditions-là. Bah si, ça a du sens parce que si on est plus frais physiquement, on est meilleur techniquement. Voilà. Surtout qu'en ce moment, on peut lire dans la presse, alors même si c'est un petit peu exagéré, hein, il faut en avoir conscience, que certains footballeurs iraient plus vite que certains sprinteurs. C'est vrai qu'à ce moment-là, on peut se poser quand même certaines questions sur le côté naturel de ces performances. Ouais, et puis au-delà de ça, il faut déjà se poser la question de la mesure, hein, au-delà sans aller forcément aussi loin, mais voilà, là il y a vraiment du buzz concrètement. Après voilà, il faut voilà se questionner et très concrètement, l'apport il est évident, hein. Il y a eu un certain nombre de documentaires qui ont été réalisés, même en prenant des athlètes qui n'étaient pas forcément forts. On entend aussi souvent cette phrase un peu qui est un lieu commun, on ne fait pas d'un cheval de trait un cheval de course. Bah, malheureusement si. Voilà, alors effectivement, quelqu'un qui vaut par exemple 3 heures marathon, si on le charge comme une mule, comme on dit dans le jargon, va peut-être pas réussir à battre Kipchoge.
mais il peut atteindre des chronos vraiment impressionnants. Donc il ne faut pas non plus être sur l'idée que ça améliore à la marge et que finalement, non, c'est vraiment, ça peut avoir des retentissements très très importants. Et est-ce que pour toi, un athlète qui a recours à des produits améliorant la performance, à des produits dopants, et qui s'entraînerait de manière drastique, peut se faire battre par un athlète propre? Alors ça, c'est vraiment une question épineuse. Alors je pense que si un athlète vraiment qui a les prédispositions pour le sport, qui se charge bien correctement comme on dit, et qui derrière s'entraîne comme une mule, va devenir très difficile à battre. Hein. On a des exemples dans les sports, notamment un très connu, Mr. Armstrong, qui au-delà d'être vraiment un expert dans les protocoles de dopage, était aussi un foudre d'entraînement. Voilà. Après, il devient difficile à battre. Mais très concrètement, il y a des athlètes propres qui, évidemment, arrivent à battre des athlètes qui se chargent. Ça, enfin, là-dessus, moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait des athlètes propres qui arrivent à battre des athlètes dopés. Sinon, enfin, vous voyez, on a eu quelques exemples récents. On a aussi des athlètes qui se dopent pour avoir des chronos que peut-être on rêverait de faire, mais qui restent somme toute modestes. Alors si c'est pour commencer à se dire que tous ceux qui sont au-dessus sont obligatoirement chargés parce qu'ils ont battu un ou une dopée, non, c'est pas totalement comme ça que ça fonctionne. Il y a comme on le disait en introduction, des athlètes qui sont prédisposés naturellement à être meilleurs que les autres dans une discipline, et eux, sans charge, réussiront à battre des athlètes qui ont besoin de se charger pour réussir à se hisser au même niveau qu'eux. C'est juste des différences naturelles, comme on le voit sur d'autres polémiques, même si c'est pas le sujet, avec ces femmes à fort taux de testostérone et qu'on estime que c'est pas vraiment des femmes. Ben si, c'est des femmes, mais voilà, la génétique les a dotées de quelque chose de plus qui font qu'elles sont difficilement battables en restant totalement propres. On va revenir un petit peu dans la suite de l'émission sur toutes ces questions-là. Il y a une question quand même qui moi m'intéresse, c'est, même si ça peut paraître un petit peu naïve, Fred, cette minorité d'athlètes qui trichent et qui a recours à des produits dopants. C'est peut-être stupide, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça finalement ? Alors ça, finalement, c'est la question. C'est pourquoi on en arrive là. Et il n'y a pas un seul facteur. Et il ne faut pas être réducteur en disant de toute façon, c'est des tricheurs, c'est des vendus, c'est des pourris. C'est pas aussi simple que ça. C'est de la psychologie humaine. Donc il faut éviter les raisonnements à l'emporte-pièce. L'idée n'est pas de légitimer, attention, le recours qu'ils ont à des produits illicites, mais essayer de comprendre. En fait, les facteurs qui expliquent le dopage, ils sont multiples, comme je te le disais. On pourrait penser donc que cela est lié juste à la soif de victoire ou lié à l'ego ou aux enjeux économiques. Mais on voit bien que certains sportifs au niveau modeste sont rattrapés par la patrouille et ils n'ont jamais été en position de gagner quoi que ce soit une prime d'arrivée sur une grande course ou même une médaille nationale ou internationale. Donc il y a autre chose qui explique une telle démarche. En fait, les ressorts du dopage sont les mêmes que ceux de la tricherie. En fait, du coup, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi des centaines de coureurs sont chaque année déclassés, par exemple, du marathon de Paris pour avoir pris le métro ou des trottinettes électriques. Ça c'est assez fréquent. C'est entre guillemets une forme de dopage, et eux, ils n'ont rien à gagner très concrètement. Donc les ressorts sont très difficiles à déterminer. Il est illusoire de vouloir donner qu'une cause, mais globalement, quand même, on retrouve l'association de différentes questions. Une qui est liée à l'ego, être la plus forte et la plus belle version de soi-même et le ressentir dans le regard des autres. Souvent, ça c'est très important finalement, c'est le regard que l'autre va porter sur notre performance. Il y a des problématiques économiques, il faut pas le nier, l'appât du gain ou maintenir des contrats juteux, ça ce sont les deux moteurs assez classiques, mais il en existe d'autres, par exemple le fait de vouloir mener une vie normale. Tu as certains athlètes, et ça il faut bien le comprendre, qui se dopent parce que finalement le fait de pouvoir prendre certains produits leur permettent, notamment au niveau diététique, de pouvoir finalement ne pas s'astreindre à une hygiène de vie très stricte. Voilà, il y a des produits qui entre guillemets qui servent à ça, en tout cas qui sont détournés. Et pareil, il y a un certain nombre de produits qui améliorent la récupération et qui font qu'on peut encaisser des charges plus importantes sur des délais plus courts. Et parallèlement de ressentir moins de fatigue, donc parallèlement d'avoir une vie sociale moins perturbée. Ça peut être aussi ça, les enjeux
du recours au dopage. Et finalement, il y a aussi un ressort, c'est de se dire, cette croyance, et qui est assez répandue lorsqu'on va sur les réseaux, c'est de se dire, tout le monde le fait. Donc à un moment, si tout le monde le fait, moi aussi je veux le faire. Si on croit que tous les gens qui sont au-dessus de nous le font et qu'on n'a pas arrêté de nous rabâcher, comme ce qu'on disait, que finalement un athlète propre ne peut pas battre un dopé, peut-être que certains vont y avoir recours. Je dis certains, et ce n'est pas une excuse non plus. Ça peut être ça aussi. Donc on entretient aussi tout un ensemble de choses. Et puis voilà, ceux qui se dopent ont aussi intérêt à faire que les autres qui se dopent pas encore se dopent aussi, parce que voilà, c'est je te mouille avec moi, tout le monde est mouillé, comme ça il y a personne qui tombe ou tout le monde qui tombe. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est exactement ça. Souvent on voit bien que les loups solitaires, pour prendre une expression liée à un autre domaine, que les loups solitaires dans le monde du dopage, c'est quand même pas super fréquent. Souvent, ça fonctionne en réseau, et en groupe. Mais c'est pas parce que on a réuni que des mauvaises personnes, c'est aussi parce que il y a cet effet-là. C'est on vous fait tous manger dans la même soupe, comme ça, à un moment, il n'y a plus personne qui tombe parce qu'on se tient tous. C'est hyper intéressant ce que tu m'expliques là, Fred. Moi, je retiens 2 éléments. Effectivement, il y a un peu des petites doses et des grosses doses. Donc, il y a des gens qui vont se doper vraiment pour être les plus performants possibles et gagner un maximum de compétition. Là, ça implique quand même pas mal d'investissements, aussi bien des moyens financiers que des moyens aussi liés à l'entraînement, à la nutrition. Et finalement, tu en as d'autres qui vont se doper peut-être juste pour conserver une qualité de vie, pouvoir sortir avec des amis, s'entraîner peut-être un petit peu moins, pouvoir manger un peu plus de junk food et s'accorder quelques plaisirs. Et finalement, pas voir ses performances trop altérées par rapport à ça. Et oui, il y a un élément aussi qui est assez caractéristique souvent de toutes les personnes qui se dopent, c'est qu'ils se sont auto-persuadés, ils se sont auto-convaincus que finalement, tout le monde se dopait et du coup, ils se déresponsabilisent peut-être à cause de ça. Et ça, c'est un élément commun. C'est vrai que dès qu'une personne est convaincue que tout le monde se dope, généralement, c'est quelqu'un qui est déjà dans un processus de s'auto-justifier peut-être. Mais c'est loin d'être le cas. Il faut évidemment le rappeler. Et en plus de se justifier, ça a un effet déculpabilisateur puissant. Finalement, si on se dit que tout le monde le fait, on est juste dans une norme, donc on s'inscrit dans une norme. Et en plus, on trouve toujours que l'autre se dope plus. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme, vous savez, il y a ces problèmes liés à l'alcoolisme. On a toujours l'impression que c'est notre copain Michel au bar qui boit plus que nous, alors que nous, forcément, peut-être, on boit tout autant. On a tous eu ce type de cas sous les yeux où les personnes ont clairement un problème avec l'alcool et vous disent « Non, mais moi, j'arrête quand je veux. » En fait, mais par contre, oui, Michel, lui, c'est vrai que c'est grave. Comme pour se déculpabiliser, on va se trouver comme ça un exemple qu'on estime être entre guillemets plus grave que le nôtre pour minimiser le nôtre et dire finalement ouais, c'est pas grand chose quoi, c'est voilà. Ah, intéressant ce point de vue, Fred. C'est vrai que ça pourrait expliquer pourquoi des fois on peut avoir l'impression que l'hôpital se fout de la charité. Dis-moi, Fred, sinon l'avènement des sports de compétition modernes, c'est souvent accompagné de techniques de dopage de plus en plus sophistiquées. Alors, dis-moi, si on veut un peu plus rentrer dans le cœur du problème du dopage, qu'utilisent les tricheurs pour améliorer les performances? Est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair sur les types de produits qui sont généralement utilisés par les tricheurs et les tricheuses? Alors je pense que je ne serai pas du tout exhaustif parce que je ne maîtrise pas non plus toutes ces questions-là, enfin tous les protocoles. Ça me rassure, Fred. Ouais, je suis entraîneur, je suis pas médecin en fait, c'est ça la différence. Tu sais maintenant des fois la frontière elle est maigre, hein. On sait plus qui est qui quelquefois. Clairement. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les plus téméraires vont jouer sur une multitude de facteurs, en fait, sur différents facteurs pour améliorer leur performance. Par exemple, ils vont, avec les hormones de croissance, ils vont chercher à obtenir des changements morphologiques. Ils vont également chercher à améliorer leur endurance en augmentant l'oxygénation de leur sang avec, par exemple, de l'EPO ou du salbutamol. Ils vont également prendre des stéroïdes anabolisants pour augmenter leur puissance musculaire et les aider à mieux récupérer. D'autres produits te permettront d'améliorer la résistance à la douleur, la concentration ou bien encore des produits pour perdre du poids sans trop détériorer la masse musculaire. C'est d'ailleurs ces produits qui font fureur dans les pelotons de sport d'endurance et qui malheureusement peuvent expliquer la maigreur de certains et certaines athlètes. Hein. Il faut voilà,
Ceux qui vont le plus loin dans le dopage jouent sur tout un tas de facteurs. Donc on entend souvent qu'un athlète est tombé pour telle ou telle prise de produit. Ce qu'il faut entendre, c'est que c'est voilà, certainement on a détecté ce produit-là. Si vraiment le protocole est très abouti, c'était pas le seul produit qu'il prenait, parce qu'il y a aussi des produits qu'on prend pour contrecarrer les effets délétères négatifs des produits dopants. Oui, quand un athlète se fait attraper pour l'utilisation d'un produit, finalement on voit la pointe de l'iceberg, mais pas forcément tout ce qu'il y a aussi derrière et qui n'a pas été détecté. En tout cas, avec la liste des produits que tu m'énonces, j'ai l'impression que les tricheurs, c'est plus des pharmacies ambulantes que des athlètes de haut niveau. Oui, c'est totalement ça. Et il faut bien, en fait, c'est parce que c'est l'origine des produits dopants. En fait, ce sont des molécules issues du monde médical. En fait, avant, c'était des médicaments qui ont été élaborés pour soigner des pathologies et qui ont été détournés de leur but initial pour améliorer des performances sportives, intellectuelles. Très, très concrètement. Et là, on ne parle pas de n'importe quelle molécule. Hein. Vraiment, elles sont utilisées pour des pathologies lourdes. Si on prend le PO, qui est très, très, très utilisé dans les sports d'endurance, elle est prescrite dans le traitement des anémies et notamment des cancers. Les anabolisants sont à l'origine dédiés au traitement de maladies comme également le cancer ou le sida. Et pire encore, tu as certains athlètes qui n'hésitent pas à détourner certains médicaments vétérinaires, comme le fameux clenbuterol, qui est un produit prescrit à l'origine pour les affections bronchopulmonaires chez le cheval. Tu vois, donc ça fait peur voilà. Quand même. Hein. Concrètement, oui, c'est assez inquiétant. Donc, effectivement, il faut voir que tous ces médicaments ont des effets négatifs et qu'en plus de la prise de ces médicaments, il faut ajouter des produits pour limiter les effets secondaires qui sont très nombreux, comme des anti-androgènes ou des médicaments pour préserver le foie ou éviter le diabète. Après, tu as d'autres produits pour masquer la prise de substances interdites, ce qu'on appelle les produits masquants. En fait, l'athlète, il rentre dans un cercle vicieux qui l'oblige à consommer toujours plus de médicaments. Et il faut savoir que, alors là on va parler vraiment de la pointe, la pyramide du système dopage, que certains athlètes vont jusqu'à consommer 70 produits différents par jour. Et là, tu peux bien te douter que les conséquences sur la santé sont catastrophiques. Effectivement, hein, Fred, ces produits ne sont absolument pas sans conséquences, et notamment dès qu'on vient toucher au système hormonal, puisque les hormones servent de moyen de communication entre les différentes parties du corps. Alors, dès qu'on vient déréguler tout ça, eh bien, on fout en quelque sorte un peu le bordel dans tout son organisme. La pression artérielle, elle augmente, le rythme cardiaque, les organes aussi, comme le foie, peuvent être impactés. Et d'ailleurs, on peut le constater assez facilement autour de nous avec une simple pilule contraceptive. Certaines femmes vont rencontrer des problèmes d'acné ou encore plus graves qui sont liés justement à ce dérèglement hormonal. Donc évidemment c'est pas sans conséquence, et le tricheur qui a recours à ce type de produit prend de très gros risques avec son corps, puisqu'on réagit tous de manière différente et qu'on peut pas dire avec certitude quel effet secondaire va avoir tel ou tel produit. Sinon, Fred, tu sais, j'ai enquêté pour préparer cette émission et j'ai été extrêmement surpris par la facilité avec laquelle on peut se procurer des produits dopants. D'ailleurs, récemment, il y a une cycliste qui est tombée pour usage d'OPO, qui expliquait sur une célèbre chaîne de télévision française la facilité avec laquelle elle a trouvé des produits dopants sur Internet venant de Chine, en passant tout simplement par Google, hein, sur les moteurs de recherche. Là, on n'est pas dans le dark web, vraiment sur une recherche Google très standard. Et je suis tombé sur certains de ces sites et j'ai même pu m'apercevoir que tu avais la possibilité même de laisser des avis, un peu comme sur Amazon, pour te dire ce que tu as pensé du produit et donner tes feedbacks. C'est assez terrifiant quand même, ce genre de situation. Mais cela s'explique assez facilement parce que ces produits dopants sont interdits dans le cadre d'une consommation à visée d'augmentation de ses performances sportives, mais dans l'absolu, ce ne sont pas des produits qui sont interdits
on va dire entre guillemets à la consommation, puisque comme on le disait, ce sont des produits médicaux. C'est pas comme de la cocaïne ou de l'héroïne, de la drogue, qui sont des stupéfiants qui sont légalement interdits et dont la vente pourrait même pas passer par des sites. Mais là, on parle de produits, si on prend de l'EPO, qui est un produit qui sert à traiter des gens qui ont des problèmes d'anémie, des gens qui sont dans des phases critiques, voire terminales en cancérologie. Donc, ce sont des vrais produits pharmaceutiques. Voilà, ça serait comme dire si certains se dopent. À l'époque, on parlait de la vitamine C. La vitamine C en soi, c'est pas mal. Enfin, pas mal. C'est pas illégal. C'est l'usage qu'on va en faire qui peut être illégal. Donc, il n'est pas très surprenant finalement que les athlètes ou leur entourage puissent se fournir assez facilement en ces substances. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que tu as la substance, il faut savoir comment t'en servir, parce qu'il ne suffit pas d'aller acheter ça ou ça. Après, il faut vraiment savoir comment prendre ces substances-là, notamment pour qu'elles maximisent leur effet, et aussi savoir quelle dose prendre pour passer entre les mailles des filets. Et là, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle les protocoles de dopage. Justement, Fred, tu entends quoi par protocole de dopage? Parce que c'est vrai que ce mot revient souvent dans la lutte antidopage et que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les enjeux résident plus sur l'obtention des protocoles de dopage que sur les produits dopants. Donc, c'est assez stratégique dans la lutte antidopage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est qu'un protocole de dopage? Alors, en fait, je vais faire un parallèle tout simple pour que tout le monde comprenne avec notre pratique sportive. En fait, le protocole de dopage, c'est ton plan d'entraînement pour la prise des substances illicites qui vont t'aider à améliorer ta performance. C'est juste quand tu dois la prendre, à quelle dose tu dois la prendre. Et ça va te permettre notamment, logiquement, de passer entre les mailles de filet, de maximiser, d'optimiser la prise de ces substances-là, c'est-à-dire juste prendre ce qui est nécessaire, parce que les personnes qui te fournissent ces protocoles savent concrètement quelles sont les substances qui sont recherchées dans les tests antidopage, quels sont les niveaux entre guillemets d'alerte des tests antidopage sur ces substances-là. Donc voilà, le protocole, c'est vraiment le dosage et la périodisation de ta prise de substances illicites afin de pouvoir tricher le plus efficacement possible. Je vais le dire comme ça, c'est très cynique ce que je dis, mais c'est exactement ça. C'est ton plan de route pour la tricherie. Donc, on comprend parfaitement l'enjeu que tu peux avoir autour de ces protocoles de dopage qui, pour certains, peuvent coûter jusqu'à des centaines et des centaines de milliers d'euros. Plus ils sont sophistiqués, plus évidemment ils vont coûter très cher, parce que derrière il faut peut-être corrompre certaines personnes qui sont censées lutter contre le dopage, ou même au sein de certaines fédérations, qui n'hésitent pas à recevoir des pots de vin en échange d'informations confidentielles. Je pense qu'on peut dénoncer ce genre de pratique, puisqu'il y a des procès qui sont en cours et que ça a été malheureusement avéré. De toute façon, ça a été mis en évidence avec l'ancien président de la Fédération internationale, l'I2AF, maintenant qu'on appelle World Athletic, mais l'I2AF, où des athlètes qui avaient été pris pour dopage, moyennant une contrepartie au président et à son fils et à quelques cadres de la Fédération internationale, se voyaient protégés. C'est des choses qui existent. Présumé, présumé. Le procès n'a pas encore eu lieu, mais présumé. On va prendre des précautions quand même. Oui. On est une petite boîte de production, j'ai pas envie d'avoir un procès, mais présumé. Donc voilà. Voilà ce qui circule, et effectivement, les enjeux sont colossaux derrière. Après, évidemment, il y a, même avec des protocoles extrêmement sophistiqués, la lutte antidopage, elle a beaucoup évolué. Les moyens aussi qui ont été investis augmentent chaque année, ce qui fait qu'un athlète ne peut pas non plus être serein et il y a toujours un moyen d'être contrôlé positif. Effectivement, surtout avec les tests hors compétition, personne n'est jamais tranquille. Mais en même temps, les gens qui trichent, on dit souvent qu'ils ont une longueur d'avance, ou en tout cas, ils ont su détourner la législation actuelle. Et en fait, on peut être contrôlé positif, mais sans pour autant être disqualifié ou inquiété, soit parce qu'il dispose d'une ce qu'on appelle une AUT, une autorisation à usage thérapeutique, ou parce qu'il sera juste en dessous du seuil qui détermine si un athlète a eu recours à des produits dopants ou non, en fait.
Justement, Fred, tu fais référence aux AUT, hein, comme tu l'as dit, les autorisations à usage thérapeutique. On entend de plus en plus parler des AUT et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez sensible et propre à la controverse, notamment suite au piratage des serveurs de l'Agence mondiale antidopage. Un piratage d'ailleurs qu'on attribue aux hackers russes, les Frenzy Birds, qui auraient fait ça en représailles de la disqualification de tous les athlètes russes aux Jeux Olympiques de Rio et de Tokyo, puisqu'ils sont encore suspendus. Et pour se venger, voilà, ils auraient piraté et offert au grand public la liste des athlètes bénéficiant des AUT. Et on a pu se rendre compte que dans certaines fédérations, beaucoup d'athlètes seraient asthmatiques et des troubles aussi, même beaucoup plus graves, ce qui a pu surprendre quand même beaucoup d'observateurs. Alors, c'est quoi toute cette histoire autour des AUT ? Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme tout le monde, les sportifs peuvent souffrir de maladies ou de troubles qui les obligent à prendre des médicaments ou à subir certaines interventions. Alors, si le médicament ou la méthode dont le sportif a besoin pour traiter sa maladie ou sa pathologie figure sur la liste des substances interdites, il doit bénéficier d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour lui permettre d'utiliser du coup cette substance ou cette méthode. Et les AUT, donc on va raccourcir, les AUT sont accordés en vertu d'un standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, le SIAUT. Un document qui énonce les exigences et les responsabilités des intervenants et les processus en matière d'AUT. Mais ce qu'il faut bien comprendre, là, un certain nombre d'athlètes ou entourage d'athlètes, voire carrément de fédérations, semblent avoir compris quel intérêt elles pouvaient avoir à utiliser de manière peu scrupuleuse ces AUT pour prescrire aux athlètes des médicaments dans le seul but d'améliorer leur performance. En fait, c'est une forme de passe-droit qui autorise l'athlète à se doper avec une substance interdite, mais dont l'état de santé présumé l'oblige à le prendre. En effet, ça peut vite devenir une autorisation de se doper. Après, suite aux nombreux scandales, l'opinion publique a été sensibilisée à ça et donc forcément les instances antidopage et les fédérations internationales se sont adaptées et ont mis les holà et ça devient de plus en plus compliqué pour un athlète d'obtenir ces fameuses AUT ou en tout cas, il y a aussi un souci de transparence, même si ça pose des questions, notamment sur le secret médical puisque un athlète qui souffre d'une pathologie n'a pas envie que ça se sache et c'est tout à fait normal. Et donc, il y a des questions aussi de la vie privée qui rentrent en jeu. Et c'est pas un sujet si simple que ça. On peut le comprendre. Sinon, Fred, il y a une question que j'ai envie de te poser au vu de tout ce qu'on vient de se dire, et à mon avis, elle est assez légitime, c'est est-ce que la lutte antidopage est-elle efficace avec tous les biais qu'on vient d'évoquer? Parce que effectivement, récemment, on a pu voir, et notamment en France, pas mal d'athlètes tomber pour dopage, mais parallèlement à ça, on voit aussi que les records, eux aussi, ils tombent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe dans tout ça? Alors là, on en revient déjà à la première question, c'est que l'athlète dopé n'est pas forcément le meilleur de tous et de toutes, très concrètement. Donc, que des athlètes tombent pour dopage et que derrière, même leur record à eux ou à elles soit battu, dans un sens, des fois, j'ai plutôt tendance à me dire c'est une bonne chose parce qu'au moins, un chrono entaché d'une réputation sulfureuse disparaît des tablettes. Ce qui ne veut pas dire que la personne qui a battu ce record est forcément chargée comme on dit. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, la lutte, moi, elle me semble de plus en plus efficace, même si on a tendance à dire, et ça, c'est aussi un lieu commun, que les tricheurs, les dopés ont toujours un temps d'avance sur la lutte antidopage. Elle est de plus en plus efficace, qu'on voit on voit quand même de plus en plus d'athlètes tomber. Ce qui ne veut pas dire, à mon sens, qu'il y en a de plus en plus qui se dopent, c'est dire que voilà, on est de plus en plus efficace sur notre surveillance. En fait, par exemple, en France, la FLD, l'Agence française de lutte antidopage, ne recherche plus forcément les substances proprement dites, dans le sens où leur effet, elle joue sur tout un ensemble de facteurs et de paramètres. C'est ce qu'on appelle le suivi sanguin, le suivi médical, qui permet justement de mettre en parallèle tout un certain nombre d'éléments qui va permettre de dire effectivement si un athlète a eu recours à des substances illicites. On a aussi le système de géolocalisation qui, via le système ADAMS, contraint les athlètes à toujours dire où ils sont de façon à ce qu'ils puissent être contrôlés à tout moment et qui, entre guillemets, est
voilà, un bon système de contrôle et peut-être aussi d'inquiétude pour les dopés parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller n'importe où. Maintenant, on a tous des smartphones, donc logiquement, on peut plus faire valoir comme à une époque où on a perdu notre trace parce qu'on avait dit via courrier où on était, ce qui permet de resserrer les taux sur les gens à contrôler. Ce qui pose quand même une question sur la vie privée où tu as certains athlètes qui justement veulent peut-être pas se sentir tout le temps fliqués et la question justement du géolocalisation par les téléphones portables, c'est quelque chose qui reste en suspens parce que certains athlètes s'y opposent pour respect de la vie privée. Oui, et ce qu'il faut comprendre, c'est que là aussi, il ne faut pas jeter l'opprobre sur les personnes qui pourraient s'y opposer en se disant, tiens, si les gens s'y opposent, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher, qu'il y a un procès d'intention. C'est que voilà, ça doit être des athlètes de haut niveau, ils ont aussi une vie privée. C'est souvent quand on les rencontre, ils vous disent voilà, moi j'adore ce que je fais, mais dans l'absolu, ça reste mon job. Vous, quand vous quittez votre job, vous n'avez pas forcément envie d'être tout le temps joignable. Eux, on leur demande, donc c'est une réelle contrainte, et ça, il faut aussi le comprendre. Et voilà, il y a la limite entre vie personnelle et vie professionnelle. Mais on va quand même dans le bon sens, c'est-à-dire que sans être géolocalisable 24 heures sur 24, il y a quand même au moins tous les jours savoir où est l'athlète, c'est déjà un bon pas en avant. Effectivement, il y a le droit des athlètes au respect de la vie privée. Après, dans la lutte antidopage, le fait de pouvoir géolocaliser un athlète où il se trouve à n'importe quel moment, c'est un vrai plus, puisque on l'a vu, certains produits s'effacent seulement quelques jours après leur prise, et donc pouvoir faire des contrôles inopinés, c'est stratégique dans la lutte antidopage. Parce qu'avec les no-shows, malheureusement, donc un athlète a le droit à 3 no-shows, donc 3 fois ne pas être présent, et il peut jouer sur ces no-shows en période de compétition, en période rapprochée de compétition, pour éviter les contrôles. Mais sinon, Fred, est-ce qu'il existe d'autres moyens efficaces pour lutter contre le dopage, que ce soit maintenant ou dans un futur proche, puisque incontestablement, la recherche progresse, et j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus compliqué pour les tricheurs de tricher. Alors, en fait, la recherche antidopage a fait d'énormes progrès depuis des années. Donc, il y a des produits qu'on ne peut pas détecter de manière immédiate, notamment dans les urines ou dans le sang, mais qui vont être détectables des années après, des semaines, des années après. C'est pour ça que dans les grands championnats, lorsqu'il y a des contrôles, là c'est des contrôles officiels, donc généralement les gens se sont pas chargés la veille parce qu'ils savent qu'ils vont passer au contrôle, ce qui explique d'ailleurs qu'en grand championnat il y a rarement de très très grandes performances qui peut en tout cas contribuer à cette explication là, au-delà du fait qu'on a aussi un certain nombre de courses tactiques qui sont pas propices à des gros chronos. Mais du coup, si l'athlète a pu avoir recours à ce type de produit, à un moment, ça peut apparaître dans les urines, dans le sang, et le fait de conserver 6, voire 10 ans, 12 ans, on parle même maintenant à l'issue des JO, des échantillons sanguins ou urinaires, c'est une véritable épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de la tête de ceux qui ne respecteraient pas les règles. Et on se souvient d'ailleurs que Armstrong, le célèbre cycliste, avait tenté par coup de procès de faire en sorte que ses urines ne soient pas conservées. Malheureusement, il avait échoué. Et c'est très dissuasif pour les tricheurs de savoir que leur urine ou que leur prise de sang vont être conservées plusieurs années et qu'avec le progrès de la recherche, ils peuvent tomber après coup. Et ça, c'est très dur, je pense, de vivre avec ça. Et c'est extrêmement dissuasif. Et ça peut expliquer aussi pourquoi certains athlètes ne performent jamais dans les grands championnats par peut-être cette crainte. Donc, c'est efficace, en tout cas sur les grands championnats, ça semble être efficace. Sinon, Fred, il y a un autre élément qui semble être aussi très efficace pour lutter contre le dopage, c'est la capacité des instances de contrôle à cibler les athlètes en fonction des doutes qu'ils peuvent avoir, plutôt que faire des contrôles un peu à la volée avec une part de chance qui est un peu incertaine. Il y a des groupes cibles aussi qui existent. Alors là, ça ne veut pas dire que les athlètes qui font partie sont plus suspects, mais simplement qui réalisent des niveaux de performance qui nécessitent un suivi plus poussé, ne serait-ce que par souci de transparence auprès du grand public. Mais voilà, maintenant, on voit que les instances antidopage ont tendance à cibler aussi certains athlètes pour essayer de leur mener la vie dure. Et ça semble être efficace.
Alors ça, c'est également un autre élément de la progression de la lutte antidopage. Alors après, il y a aussi des signes qui à l'œil visible, peuvent alerter sur le fait qu'un athlète ait recours à des produits illicites. C'est-à-dire, Fred, est-ce que tu penses que les personnes qui sont en charge de la lutte antidopage peuvent avoir des soupçons sur certains athlètes, même sans avoir recours à des tests urinaires ou des tests sanguins? Il y a des moyens de pouvoir détecter ça à l'œil nu, j'ai envie de dire. Alors effectivement, l'analyse visuelle, il y a certains signes qui peuvent nous conduire à plus surveiller certains athlètes. Ça vous dira pas si un athlète est dopé ou non, hein. Il faut quand même aller sur des analyses biologiques réelles. Mais déjà, avant l'analyse physique, tu as les courbes de performance. Tu les regardes bien. Il y a des choses qui sont logiques dans les progressions des athlètes et d'autres qui peuvent plus interpeller. Là, les entraîneurs experts savent de quoi je parle et on le voit assez rapidement. Il y a des choses qui sont parfois très surprenantes. Après, à l'œil physique, tu auras tous les effets secondaires des produits dopants, comme l'acné. Normalement, quand on est adulte, on n'a plus de problème d'acné. On peut en avoir, mais ça peut aussi être lié à des produits dopants. La prise de masse sèche également, parce il faut savoir qu'il est très difficile d'être musclé et performant avec un indice de masse grasse très faible sans produits dopants. L'agressivité sont également des signes qui peuvent alerter sur la prise de produits illicites. Chez les femmes, le développement de la pilosité, la forme du visage qui devient plus carré, plus masculin, notamment avec la mâchoire, peuvent être des indicateurs. Ils ne vous suffiront pas à dire oui, cette personne elle se dope ou elle se dope pas, mais elles peuvent vous mettre sur la route et vous indiquer quels sont peut-être les athlètes à surveiller d'un peu plus près. Évidemment, hein, c'est sûr que si on voit des progressions spectaculaires sur des athlètes qui sont déjà très entraînés, et donc forcément les marges de progression elles sont plus limitées chez quelqu'un qui s'entraîne depuis longtemps et de manière très intense, si on voit des pics de performance un peu sortis de nulle part, ça peut laisser supposer à un éventuel dopage. Fred, tu sais, il y a quelque chose qu'on entend beaucoup aussi dans le monde de la course à pied et du sport en général, c'est que même si ces athlètes se dopent, eh bien ça n'enlève rien à leur talent et surtout ça n'enlève rien à leur capacité à s'entraîner très dur. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Alors pas du tout, parce que là c'est également une autre idée reçue qui me semble très dangereuse et profondément injuste pour les athlètes intègres. Franchement, à de rares exceptions près, c'est souvent le contraire. Par exemple, tu vois, tu as un athlète qui va prendre des stéroïdes anabolisants pour développer sa masse musculaire, il va le faire sans rien faire. Je veux dire, même s'il reste assis sur son canapé, je vais juste te donner un exemple en fait. Chez les enfants, avant que le garçon sécrète de la testostérone, le corps de l'enfant fille et le corps de l'enfant garçon sont similaires. Il n'y a pas de grande différence. À partir du moment où le jeune garçon va sécréter de la testostérone, il va développer sa masse musculaire, son corps va changer, et c'est pas parce qu'il va aller à la salle, hein. Le gamin il a 10-12 ans, il va pas à la salle, peut-être il mange aussi mal que sa copine à l'école, mais voilà, il a un développement hormonal, son corps lui fournit une substance qui lui permet un développement musculaire différent. Même sans rien faire finalement. Et il ne fait rien, c'est là, voilà, alors que les filles elles ont secrète moins, et on voit bien la différence d'évolution entre les petites filles et les petits garçons à cet âge-là. Et les uns sont pas plus sportifs que les autres, souvent. Alors évidemment, si l'athlète derrière il s'entraîne, il va progresser encore plus vite. Mais l'avantage apporté par les produits dopants est tel qu'il pourra au contraire alléger ses entraînements et rester compétitif. Par exemple, je suis certain que tu as des athlètes, on va prendre le marathon, la distance reine, des athlètes qui s'entraînent plus dur. Et qui font 2h12 par exemple, que d'autres qui font 2h05 mais qui sont chargés comme des mules et qui s'entraînent peut-être un peu moins dur ou de manière plus allégée. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est aussi une réalité. Voilà, c'est aussi un des gains, on l'évoquait, un des gains de ces produits-là. Je pense que tu as complètement raison de renverser cette idée reçue, comme quoi les athlètes qui utiliseraient des produits dopants s'entraîneraient tout aussi dur que les autres. Effectivement, dans la plupart des cas, c'est complètement faux, puisqu'on a un effet positif des produits dopants sur les performances, même quand on ne s'entraîne pas ou qu'on s'entraîne peu, et que souvent ces personnes-là, ces tricheurs, utilisent dans la plupart des cas des produits dopants pour un peu se faciliter la vie. Et d'ailleurs, ça me rappelle un reportage que j'avais vu sur le monde du cyclisme, où un cycliste pro expliquait que
finalement, il s'entraînait beaucoup plus dur quand il était amateur que quand il est passé professionnel, puisque quand il est passé professionnel, il a eu recours à des produits dopants et qu'il pouvait à nouveau sortir, boire un peu d'alcool, faire la fête, s'entraîner moins, mais avec l'apport des produits dopants, il arrivait à égaler ses performances d'avant. Fred, sinon on va changer complètement de registre. Il y a un élément qui est assez commun quasiment à tous les athlètes qui se font prendre en train de tricher, c'est leur capacité à nier les faits et surtout à inventer des excuses qui sont quelquefois assez rocambolesques. D'ailleurs, je crois que tu nous as réservé un petit top 3 des excuses les plus improbables du monde du dopage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton classement ? Alors oui, c'est toujours difficile de faire un classement, mais voilà, des fois ça permet là, de prendre un peu de légèreté, mais c'est vrai que des fois les justifications des contrôles positifs sont assez rocambolesques. Et là, je vais passer les problématiques de viande contaminée qui finalement vont vous paraître de la gnognotte par rapport à ce que je vais vous dire. Je vais prendre le premier cas, c'est Tyler Hamilton, qui était un cycliste américain, qui a été condamné en 2005 à 2 ans de suspension. Alors, Tyler Hamilton a expliqué son contrôle positif pour une transfusion sanguine de la manière suivante. Donc, j'espère que vous êtes bien assis. En fait, lorsqu'il n'était qu'un fœtus, sa mère était enceinte de 2 enfants. Le deuxième, donc son jumeau, n'a pas survécu. Et Tyler Hamilton a avancé le fait que ce jumeau mort-né n'avait pas le même sang que lui, mais du fait qu'ils ont été dans le même fœtus, finalement il a naturellement 2 types de sang qui circulent dans ses veines. Voilà la première explication. Ça a marché, Fred ? Eh ben pas du tout. C'est l'UCI. L'UCI n'a pas été convaincu par cet argument. Voilà, c'est par cet argument, je ne veux pas dire rocambolesque, mais très surprenant. Autre type d'explication tout aussi savoureuse, hein, et là effectivement on voit que les sportifs ne manquent pas d'imagination. À nouveau un cycliste, hein, c'est pas pour cibler, mais voilà, c'est parce que l'histoire est assez savoureuse. C'est le Danois Michael Rasmussen qui a été exclu du Tour de France en 2007 pour défaut de localisation, le fameux no-show dont tu nous parlais, Guillaume. Alors en fait, il a expliqué qu'il traversait une période un peu difficile avec son épouse et que du coup, il avait une maîtresse et que pouvoir vivre son infidélité dans la tranquillité, il s'échappait sans rien dire même à son équipe et il disait pas où il était tout simplement. Là aussi, l'argument n'a pas été jugé recevable par les instances cyclistes internationales. Et le dernier, je veux dire la Palme d'Or, puisque allez, on va venir sur quelque chose de très francophone, parce qu'on a aussi cette tendance des fois à penser que c'est un peu ailleurs que les choses sont les plus folles. En 2012, Fatima Ivla a été suspendue pour un contrôle à l'EPO, et selon elle, c'est la pluie qui ruisselait sur des déchets médicaux lors d'une de ces séances qui aurait pollué ses vêtements et par contact également les organes génitaux et en définitive ses urines. Donc voilà, c'est le chemin du produit dopant qui va de la rue où l'eau ruisselle, certainement devant une pharmacie pour le coup, hein, je suppose. Ou un hôpital. Ou un hôpital. Donc voilà, ne faites pas vos footings devant les hôpitaux ou les pharmacies lorsqu'il pleut. Alors, il faut vraiment que je sois vigilant, Fred, parce que tu sais, moi, chaque soir, quand je vais courir, je passe pas devant mais 2 hôpitaux, l'hôpital franco-britannique et l'hôpital américain de Neuilly. Donc, il va falloir que je fasse attention pendant mes footings, surtout quand il pleut, à courir quand même assez éloigné des caniveaux si je veux éviter des problèmes. Mais bon, je dis ça avec le sourire, mais c'est quand même un élément qui est assez caractéristique de quasiment tous les athlètes qui se font attraper par la patrouille. Systématiquement, derrière, tu as une histoire ubuesque qui vient justifier un contrôle positif. Et là, on peut dire qu'il manque pas d'imagination. Et encore, on n'a pas pris les cas récents parce que voilà, il y a des affaires qui sont encore en cours. Il y a un droit de recul et des procès en appel. Donc, on n'a pas voulu rentrer dans ces débats-là. Mais voilà quoi. Et est-ce que ces athlètes pensent une seule seconde qu'on peut croire à ces histoires complètement dingues? Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'on est des jambons, quoi? Alors, je pense qu'ils estiment qu'on peut y croire parce qu'eux-mêmes y croient, très honnêtement. Même si toutes ces histoires vous semblent plus folles les unes que les autres, il ne faut pas perdre de vue que l'athlète dopé vit quotidiennement dans le mensonge
Et évidemment, à un moment, ça a des impacts sur sa santé mentale. Les produits qu'il prend aussi ne sont pas sans effet. On a dit que si c'était des molécules chimiques, qui étaient des médicaments à la base, c'est pas sans effet sur votre organisme et donc sur votre psychisme. Parallèlement, un mensonge en entraîne souvent un autre et puis un autre. Et au fil du temps, voilà, l'athlète, il perd le sens des réalités et il n'a plus aucun recul sur ses propres mensonges et peut très concrètement sombrer dans des troubles mythomaniaques, voire même plus de type démence. Et là, on a vraiment des problématiques qui relèvent de la psychiatrie. Donc, il ne faut pas se dire simplement la personne, elle nous prend vraiment pour des idiots, on va croire son histoire. La personne, elle croit vraiment à ce qu'elle raconte. Et c'est ça qui est d'autant plus inquiétant et alarmant parce qu'on voit bien qu'au-delà des effets délétères sur l'organisme en termes physiques, biologiques, il y a des impacts psychologiques qui sont indéniables. Effectivement, on peut s'imaginer qu'un athlète qui va mentir sur plusieurs années consécutives et qui doit en quelque sorte sa victoire, sa notoriété sur un mensonge, eh bien il va développer des troubles mythomaniaques parce qu'il est tout le temps obligé de mentir. Un mensonge en entraîne un autre, comme tu l'as expliqué. Et d'ailleurs, on le voit chez les enfants qui ont tendance à beaucoup mentir. Ils inventent des histoires complètement dingues parce qu'ils n'ont plus du tout de recul sur ce qu'ils disent. Et il y a aussi un autre élément qu'on n'a pas évoqué, mais qui, moi, me semble assez dingue, c'est la capacité de certains athlètes dopés à s'engager dans la cause antidopage. Je te donne un exemple. On a eu le cas récemment d'un coureur de 1500 mètres, kényan, Abdelkiprop, qui était très engagé dans la lutte antidopage, même mandaté de mission auprès de l'I2F et qui finalement a été reconnu de dopage. On a aussi le cas de Armstrong, encore lui, qui avait poussé le vice jusqu'à offrir sur ses fonds propres, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars, une machine haute performance pour détecter l'OPO qu'il avait offert aux instances antidopage suisses et dire, vous avez vu, j'offre de mes propres fonds une machine qui coûte très cher pour lutter contre le dopage parce que je suis vraiment investi contre le dopage. Et là, c'est grave parce que c'est de la manipulation et puis c'est très efficace puisqu'ils sont très visibles auprès du grand public et finalement, on a envie de les croire. C'est pour ça que le dopage, c'est un sujet extrêmement complexe. Il implique chez nous, alors notre côté rationnel et irrationnel. Je prends un exemple. Si on trouve qu'un athlète est très sympathique, qui bénéficie d'une grande notoriété dans les médias, eh bien, par un phénomène de biais d'association, on va avoir tendance à penser qu'il est impossible que cet athlète se dope, alors que finalement ça ne prouve rien du tout. C'est ce qu'on appelle l'effet halo. C'est l'un des biais cognitifs les plus connus de la psychologie moderne. Voilà, c'est tu te fais une idée sur une personne qui est liée à ce qu'elle dégage ou à ce qu'elle fait, et du coup tu en fais une vérité alors que tu n'en sais rien du tout. Donc tout l'intérêt pour ces athlètes-là de s'afficher du bon côté de la barrière et apparaître comme entre guillemets les bonnes personnes. Bah écoute, maintenant on est prévenu, Fred. Si on veut maintenant s'intéresser à comment on peut lutter efficacement contre le dopage, si on veut se lancer dans une espèce de piste de réflexion pour améliorer les choses, toi, quelles mesures tu prendrais, Fred, pour éradiquer ce phénomène ? Déjà, avant d'aborder les mesures, il faut bien comprendre le problème. Moi, j'en vois deux assez clairs. C'est pas les seuls évidemment. Le premier, c'est celui du conflit d'intérêts. Souvent, les commanditaires des contrôles sont les fédérations ou organisations elles-mêmes organisatrices des événements. Par exemple, le CIO coordonne les contrôles lors des Jeux Olympiques. Dès lors, franchement, on peut évidemment légitimement se poser la question, est-ce qu'ils vont se tirer une balle dans le pied en faisant ressortir tous les cas de dopage ? Ça pose une question. Je ne dis pas qu'ils le font, qu'ils ne le font pas, mais ça doit nous interroger. Le deuxième élément, c'est les enjeux économiques. Tu le rappelais en introduction, ils sont estimés à 30 milliards d'euros par an. Donc là aussi, ça explique la longueur d'avance dont disposent les tricheurs. La lutte antidopage, elle ne rapporte pas un centime et elle coûte. Plus que ne pas rapporter, elle coûte et en plus elle ternit l'image du business, du sport spectacle qu'elle essaye entre guillemets de rendre propre. Mais globalement, il y a aussi toute une mobilisation et certainement on a aussi plus d'athlètes qui se mobilisent pour un sport propre parce que ils estiment que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité ou que leurs performances sont entachées par des faits de tricherie dans les mêmes disciplines. Moi, je crois beaucoup qu'une des solutions, alors déjà elle réside dans le passeport biologique et l'analyse assez fine des courbes de performance, très honnêtement. Donc le ciblage. Voilà, le ciblage.
et le système de géolocalisation. Alors évidemment en traitant la problématique du droit à la vie privée, mais voilà, comme on l'a évoqué avec le système Adams, moi ça me paraît déjà des bonnes solutions pour au moins encore un peu plus mettre la pression sur les tricheurs et leur dire bah voilà, maintenant vu que vous avez trouvé les moyens que les molécules que vous utilisez ne soient plus détectables au moment où nous on arrive ou soient juste en dessous du seuil, on va avoir d'autres outils pour réussir à savoir, et vu que vous ne savez pas non plus avec la géolocalisation quand on va venir faire un test surprise, vous n'êtes pas en tranquillité à chaque fois que vous allez faire vos petits protocoles. On peut aussi évoquer le côté judiciaire de ces affaires. Et d'ailleurs, de grandes affaires de dopage ont été révélées non pas grâce à des contrôles antidopage, mais à une enquête policière. Je pense notamment à l'affaire Balco, à l'affaire Festina, ou encore même plus récemment à l'affaire Jana Adam en Espagne. Et là, on se rend bien compte que dès que la police, qui finalement utilise les mêmes ressorts que dans la lutte anti-drogue, avec des systèmes d'écoute, ça fonctionne aussi très très bien. Donc voilà, une piste de réflexion aussi sur comment on peut améliorer les choses. Fred, il y a aussi une question que j'ai à cœur de te poser, c'est la suspension à vie. Est-ce que pour toi, on a le droit à une deuxième chance, ou au contraire, une fois qu'on a triché, on doit être exclu à vie ? Alors, moi, je pense que c'est la seule solution, très concrètement, et je vais m'en expliquer. Alors, quand même, il ne s'agit pas de faire des gens qui se sont dopés, les personnes à abattre. Voilà, ils ont commis une erreur, ils ont triché, il faut qu'ils soient sanctionnés. Maintenant, voilà, il faut qu'ils soient sanctionnés de manière définitive dans le sport, parce que au-delà du moment même où ils sont attrapés, c'est pas que la carrière, ils n'ont pas pris qu'une médaille d'or à quelqu'un. Souvent, en plus, elles sont, par exemple, si on prend cet exemple-là, elles sont rétrocédées 2, 3, 4, des fois plus de 4 ans après. Sans les primes, il faut préciser aussi pour nos auditeurs, c'est voilà. que les primes ne sont pas rétroactives. On a la médaille, mais on n'a pas la prime qui peut être donnée par les fédérations, les États, par exemple aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde. Ça, il s'assoit dessus, l'athlète propre. Voilà, l'athlète propre, il s'assoit dessus, il s'assoit sur la médaille au moment T, donc c'est peut-être sa carrière qui n'a pas décollé ou sa sélection, parce que sans aller jusqu'à la médaille, ça peut être un athlète qui a pris notre place dans une sélection. Ça vous a interdit de fait des contrats partenaires, équipementiers, peut-être des facilités pour s'entraîner. Vous avez peut-être arrêté l'athlète ou le sport de ce fait. Et tout ça, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a tout l'environnement, les clubs qui encadrent les athlètes. Quand on a un athlète qui est sélectionné en équipe de France ou qui participe à des championnats du monde ou des Jeux Olympiques, ça met un éclairage sur le club qui lui aussi peut trouver des partenaires, les entraîneurs, tout l'entourage de l'athlète. Et au-delà de l'entourage sportif, l'entourage familial, qui sont des victimes collatérales de ces tricheurs, parce que une famille qui accepte finalement que la mère de famille, que la maman ou le papa, parce qu'elle est athlète de haut niveau, va toujours au turbin, et à un moment voilà, il doit arrêter parce que finalement on a l'impression qu'il aboutit pas, mais il n'a pas abouti parce que finalement c'était un tricheur devant lui, un tricheur ou une tricheuse. Ça remet, il y a tout un ensemble de choses, de paramètres qu'il faut prendre en compte. Et le deuxième point qui fait que moi je milite pour l'interdiction à vie, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de substances dont on ne sait concrètement pas quels sont leurs effets sur la longue durée. Parce qu'on nous vend l'histoire que au bout de 3, 4, 6 mois maximum, ça disparaît. Alors sur certains produits, ça semble assez clair, comme les produits qui améliorent l'oxygénation du sang, type le PO. Sur des produits de type prise de masse musculaire, c'est beaucoup moins clair. Ouais, des études d'ailleurs sur le bodybuilding ont démontré que des athlètes ayant recours à des produits améliorant les performances, des produits dopants, même propres, arrivaient à des meilleurs niveaux grâce à la mémoire musculaire notamment. Voilà, donc il y a cette deuxième question. Et le troisième et dernier point, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un athlète qui avait été pris pour dopage, un ancien athlète de l'équipe de France, et qui m'avait clairement dit, et très honnêtement, que lui, il avait pris le risque parce qu'il savait que s'il se faisait choper, c'était 2 ans. Maximum, il chopait 2 ans. Mais que s'il avait su que c'était une exclusion à vie définitive, il ne l'aurait pas fait. Ça ne veut pas dire que tout le monde réagirait comme lui. Évidemment, si on exclut à vie, il y aura toujours des tricheurs, je ne me leurre pas là-dessus. Mais je pense qu'il faut qu'on soit vraiment ferme. Parce que justement, la question qu'on pose souvent, c'est oui, mais ils ont le droit à une deuxième chance. Moi, je ne veux pas renverser les choses. Les victimes, ce n'est pas ceux qui se font attraper.
Les victimes, ce sont ceux qui ont été privés de sélection, de titres, de performance à cause de personnes dopées. Et ces personnes-là qui ont été privées, est-ce qu'elles ont une seconde chance dans leur carrière ? Effectivement, ça fait réfléchir et en tout cas, tu soulèves les bonnes questions. Avant de passer à l'instant lifestyle, Fred, je tiens à te remercier de nous avoir apporté ta vision d'expert et tes connaissances terrain sur cette question-là. En tout cas, moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et justement, si on veut synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, pour toi, quels sont les éléments clés qu'il faut retenir du phénomène dopage ? Alors moi, je te résumerai ça en 4 points très rapidement. Le premier, c'est ne pas croire que le dopage est l'apanage du haut niveau. Malheureusement, on en a trouvé à tout niveau. La tricherie existe partout, comme on l'a vu. Le deuxième point, c'est que c'est dans tous les sports, pas seulement nos sports d'endurance ou les sports de force. Voilà, évitons d'être par trop naïfs. Le troisième point, c'est qu'un certain nombre de produits ont un effet durable sur la constitution de l'organisme et la psychologie de l'athlète. Donc arrêtons de penser, là aussi naïvement, qu'une fois qu'on arrête, on redevient comme avant. C'est pas vrai, c'est tout. On est entre guillemets modifié à tout jamais, ça clairement. Et le quatrième point qui me semble le plus important en conclusion de notre échange, c'est que si on voit de plus en plus de cas qui sont révélés, que la toile, comme on dit, s'affole assez rapidement sur ces situations-là, n'oublions pas que 99% des pelotons dans lesquels nous courons ou que nous applaudissons en bord de route sont constitués de coureurs et de coureuses propres. Et voilà, s'il faut évidemment faire, entre guillemets, la chasse aux produits dopants et aux personnes qui se chargent, concentrons-nous aussi beaucoup sur ceux qui réussissent de manière propre et encourageons-les, quel que soit leur niveau de performance, car voilà, c'est ça le principal. Merci Fred, c'est très clair. On va bientôt passer à l'instant lifestyle, mais avant ça, j'aimerais repréciser que on a vraiment voulu faire cet épisode à froid, pas réagir tout de suite après les nombreuses affaires de dopage qui ont pu être révélées en France. C'était important pour nous de dénoncer ce phénomène-là, parce que c'est notre responsabilité aussi et il faut le dénoncer. C'est extrêmement important pour que les choses évoluent et on avait à cœur de participer à ça. Écoute Fred, je te propose maintenant qu'on passe à l'instant lifestyle. Allez, c'est parti. L'instant lifestyle, la rubrique qui vous dévoile tous les bons plans de la course à pied. Et cette semaine, c'est une édition spéciale puisque, je dois vous le révéler, depuis le début de l'enregistrement de cette émission, nous sommes accompagnés d'un journaliste et d'un photographe du magazine Jogging International qui nous fait l'honneur de réaliser un reportage sur les coulisses du podcast Dans la tête d'un coureur. Donc, on les remercie pour leur intérêt et vous pouvez retrouver ce numéro spécial dans tous les kiosques de France. Pour ceux qui nous écoutent dans le futur, il s'agit du numéro d'avril 2020. Donc voilà, vous pouvez le retrouver dans les kiosques ou bien sur leur site internet. Vous pouvez même le télécharger en format numérique pour les plus modernes d'entre vous. Fred, je dois d'ailleurs t'avouer que je suis particulièrement touché par la présence de Jogging International et le reportage qu'ils font sur nous, puisque moi c'est un magazine que je connais depuis très très longtemps. Mon père me le lisait quand il était coureur et moi j'étais tout petit, je lui prenais en cachette pour regarder les images de ces coureurs. Donc voilà, je suis un peu ému et ça me fait plaisir de pouvoir être dans ce magazine qui a vraiment beaucoup contribué à la popularisation en France de la course à pied. Donc encore merci à eux. C'est la référence numéro 1. Ça a été le premier magazine, alors running, on n'appelait pas ça running à l'époque, je me rappelle, moi je commençais jogging. Voilà, ça existait déjà et voilà, ça a été pour un certain nombre d'entre nous un magazine référence. Donc effectivement se retrouver quelques années après dedans, faut pas mentir, ça fait quelque chose et je partage le plaisir de Guillaume, vraiment. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, c'est disponible dans tous les kiosques ou la version numérique que vous pouvez trouver sur le site de Jogging International. Fred, qu'est-ce que tu as trouvé cette semaine pour nos auditeurs ? Alors moi j'ai trouvé, alors je vais renvoyer à un site internet américain qui s'appelle Air Libre. Alors c'est américain, mais c'est en français dans le texte. airlibre.run. Alors c'est des passionnés de course à pied qui ont déjà un podcast en anglais sur le running également. Donc si vous parlez ou écoutez assez facilement l'anglais, écoutez parce que c'est passionnant. Mais c'est surtout pour leur côté vraiment eux
leur phrase quand on arrive sur leur site, c'est alors excusez-moi mon accent anglais, il est très français, mais voilà, vous le comprendrez, on est beaucoup dans cette situation. Discover the world through running. Découvrons le monde à travers la course à pied, à travers le running. Et en fait, ils organisent des voyages découvertes d'un pays, d'un endroit, et en fait chaque jour est ponctué d'une traversée en course à pied, c'est-à-dire que plutôt que se déplacer en voiture, alors il faut se rendre sur le lieu évidemment en avion ou en train, enfin suivant où vous habitez. Mais une fois sur place, vous faites l'ensemble du parcours du séjour en courant pour allier à la fois votre passion et la découverte des lieux qu'ils proposent. Et je trouve que l'expérience proposée elle est originale, on voit que c'est des choses qui se développent. Je sais que même dans Paris, il y a des gens qui proposent des visites de Paris en courant. Ça se fait dans les grandes métropoles françaises et européennes. Et je trouve ça top parce que finalement, on est, quand on est un peu voyageur, on est un peu curieux. On est au cœur de nos, de nos deux passions. Parce que souvent, on pense que je vais partir en vacances, comment je vais faire pour m'entraîner et tout, ou comment je vais tout simplement pouvoir courir parce que j'aime courir. Et là vous faites les deux, donc c'est top. Encore faut-il avoir une compagne ou un ami qui est coureur, ou alors faut partir tout seul, parce que sinon ça peut être des vacances un peu compliquées. Alors je vous invite pas à partir seul si cela crée des soucis avec votre compagnon ou votre compagne, mais voilà, ça peut être une occasion, en choisissant le parcours, d'initier votre moitié à votre passion. Quel site internet pour si les auditeurs veulent retrouver ce site et puis se renseigner un petit peu sur les modalités pour participer à ces voyages? Donc c'est airlibre.run, RAIRE, tout attaché, .run, tout simplement. Super, merci beaucoup Fred, ravi d'avoir fait cet épisode avec toi, et puis je te donne rendez-vous au prochain épisode. Avec plaisir, à bientôt. À très vite.